Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. Lors de la précédente séance, nous avons terminé le thème 2 consacré au corps humain et à la santé, et donc logiquement nous abordons le thème 3 intitulé Les enjeux contemporains de la planète. Voilà donc ce qui nous reste à voir avant la fin de l'année. Il s'agit de sciences de la Terre, comme vous l'aurez compris. On commence par le chapitre 1, Géosciences et dynamique des paysages. Alors quand je parle de paysages, ça peut ressembler à ça, qui est particulièrement spectaculaire avec ses formes de vagues. Il s'agit pourtant bien d'une formation rocheuse située en Arizona, que vous voyez ici. Ces paysages, ça peut ressembler aussi à ceux-là, qui sont tout aussi étonnants, aux quatre coins du monde. Alors sans lien avec la géologie, j'en profite pour rappeler que le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège aussi des IST. Pourquoi je dis ça déjà, moi? Je sais plus. Bref, c'est la dynamique des paysages qui nous intéresse dans ce chapitre, donc leur évolution, si vous préférez. On va donc beaucoup parler de roches. Vous savez que notre planète est constituée essentiellement de roches. Celles-ci ne sont pas toujours visibles. Elles sont parfois recouvertes de sol, on abordera ça plus tard, recouvertes de végétation et ou d'eau. Alors, on va aborder vraiment qu'un seul processus de formation des roches, qui est différent de celui que vous avez vu au collège, puisque vous connaissez quand même déjà le volcanisme. Alors, sur ce schéma, vous avez une coupe de la surface terrestre, constituée principalement d'un socle rocheux, en beige. On va parler de roches-mères. Au passage, vraiment, je vous invite à prendre ce schéma, à le refaire sur votre cahier et à le compléter en même temps que je parle. Ça vous sera utile pendant tout le chapitre pour bien vous situer. La portion de la roche-mère qui est à l'affleurement est exposée entre autres aux phénomènes météorologiques, précipitations, vent, variations de température. Ces agents vont contribuer à modifier la roche-mère, à la transformer, et c'est ce qu'on appelle l'altération. C'est la première étape ici de la modification du relief. L'altération concerne absolument toutes les roches à la surface terrestre, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. On a ainsi la formation de produits d'altération, des fragments de roches, des particules et des éléments parfois encore beaucoup plus petits comme des ions. Ces produits d'altération peuvent ensuite être mobilisés, mis en mouvement par l'eau, par le vent. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Ça, c'est le deuxième mot-clé. L'érosion déplace les particules rocheuses et ça peut se produire vraiment parfois sur de très grandes distances, qui sont de l'ordre de centaines, voire de milliers de kilomètres. On parlera alors plutôt de transport. L'eau ou le vent sont toujours les principales forces responsables, et la gravité tend à acheminer ce matériel vers les points les plus bas, ce qu'on appelle des dépressions. Il peut s'agir de lacs, de mers ou d'océans par exemple. Ces dépressions constituent des bassins dans lesquels les produits d'altération qui se sont encore transformés en cours de route se déposent. On parle alors de sédimentation, qui est un terme que vous connaissez. Les sédiments en jaune s'accumulent en strates successives et finissent par s'enfoncer. La pression et la température ont tendance à augmenter au cours de cet enfouissement, ce qui tasse les sédiments et les transforme en roches, des roches que l'on qualifie de sédimentaires en référence à leur origine, et ce processus s'appelle la diagenèse. On en parlera plus tard un petit peu. Ces nouvelles roches sédimentaires pourront ensuite être déplacées très lentement, très progressivement, à la faveur de mouvements géologiques plus ou moins complexes, et pourront ainsi être exposées à nouveau à la surface, peut-être des millions d'années plus tard, et subir à nouveau les mêmes étapes d'altération, érosion, transport et sédimentation. Donc il s'agit bien d'un cycle, le cycle des roches sédimentaires. Je vous donne ici des informations très générales, mais qu'on approfondira dans les prochaines vidéos consacrées à ce chapitre. Après cette introduction, on passe à la partie 1.1, les conditions de l'érosion. Il est important d'avoir pris connaissance de l'activité 1, dont le titre s'affiche ici, et je vais vous donner des éléments utiles pour répondre à la consigne 1. Avant de faire ça et pour bien clarifier les choses, je vous donne une définition du mot érosion. L'érosion, c'est l'ensemble des phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à faible profondeur, enlèvent tout ou partie des terrains existants et modifient ainsi le relief. Alors phénomène externe, ça s'oppose bien sûr à phénomène interne, donc tout ce qui est volcanisme, séisme ou mouvement de plaques lithosphériques en général, eh bien ça ne relève pas du domaine de l'érosion, même si ça modifie les paysages évidemment. Je vais vous montrer une série de photos. Il s'agit à chaque fois de relever les traces visibles de l'érosion et de préciser ou de faire des suppositions sur leur origine. Alors là, c'est une grotte dans laquelle on distingue différentes textures et couleurs de roches. Alors il y a clairement une partie aménagée par l'être humain, à gauche, où on voit un chemin bétonné avec une rambarde, mais tout le reste s'est formé naturellement, et la présence de cette rivière souterraine suggère que c'est l'eau qui a pu creuser la roche et former progressivement cette cavité.
que l'on peut à présent visiter. L'existence même des grottes est une preuve, un témoignage du phénomène d'érosion. Ici, c'est une cascade qui tombe d'un relief relativement abrupt. On distingue là encore différents types de roches. Certaines sont sombres, très plates, un peu en forme de feuillet sur la gauche. On voit aussi des grains de sable, donc des particules rocheuses, et surtout de nombreux blocs qui sont polis, qui sont de forme un peu arrondie, qui ont peut-être été émoussés par l'eau. En arrière-plan, il semble aussi qu'on ait une sorte de plage de galets, donc on est peut-être sur un littoral. Encore de l'eau avec cette rivière au débit tumultueux. C'est probablement une situation de crue qu'on voit ici, avec le cours d'eau qui est sorti de son lit, ou peut-être qui en creuse un nouveau. Alors le lit d'une rivière, plus ou moins profond, plus ou moins large, c'est une manifestation de l'érosion. Et si on regarde la couleur de l'eau, eh bien on constate que l'érosion est en cours, puisque le courant charrie des particules et même peut-être des blocs plus gros, on en distingue quelques-uns sur le côté. L'eau, ça peut être celle aussi des océans ou des mers. Là, vous avez une vue aérienne splendide des falaises d'Étretat, en Normandie. Et regardez bien la façon dont cette roche très blanche, là, c'est de la craie, a été creusée, sculptée par les éléments, le vent et l'eau. Il faut imaginer aussi l'effet des marées sur les côtes. Le site est magnifique, il est très connu. Il a inspiré beaucoup d'artistes, notamment les impressionnistes. Cette peinture de Monet, vous pourrez la contempler en vrai au musée des Beaux-Arts à Lyon, si vous en avez envie. Il est encore question d'eau ici, sous son état solide. C'est un glacier qui est en train de fondre et qui se déplace vers ce qui ressemble à un lac. La masse colossale de glace racle la roche qui est en dessous, la décape, on arrache des morceaux et finalement creuse une vallée, typiquement assez large, en forme de U. Et si vous regardez attentivement, vous remarquez sur les côtés une accumulation de débris rocheux. C'est ce qu'on appelle une moraine. Et lorsque le glacier aura disparu, ce qui est en train de se passer pour beaucoup d'entre eux dans les Alpes, eh bien les moraines seront encore là pour témoigner de l'érosion passée. La glace, elle peut être présente en plus petite quantité, comme illustré à droite ici, et comme vous le savez, l'eau liquide se transforme en glace. Enfin, lorsqu'elle se transforme en glace, elle se dilate, elle augmente de volume. Donc lorsque l'eau liquide ruisselle sur la roche, elle peut s'infiltrer dans ces petites fissures que vous voyez à gauche, là qu'on appelle des diaclases. Et lorsque la température descend, la nuit souvent, l'eau gèle et exerce une pression à l'intérieur des diaclases qui tente à les élargir et ou à fragmenter davantage la roche. Donc c'est un effet purement mécanique dans ce cas, lié à l'alternance gel-dégel. Et vous voyez même des débris rocheux qui sont tombés lors de la fragmentation en bas. On a vu beaucoup d'exemples où l'eau jouait un rôle majeur, mais le vent peut aussi être un acteur. Alors c'est pas toujours aussi spectaculaire que cette tempête de sable, mais ça peut prendre des formes plus subtiles, plus discrètes. Vous voyez que la ligne de crête de cette dune est effacée par le vent qui balaye des particules, donc qu'on soit dans un désert ou sur une plage, le relief est constamment remodelé de cette façon. Ici, nous sommes à l'entrée du bassin d'Arcachon, c'est la dune du Pilat qui est la plus haute d'Europe, avec plus de 100 mètres de hauteur. Ces traces que vous voyez, ce sont des rides éoliennes qui se forment sous l'effet du vent. Alors bien sûr, je ne parle pas des traces de pas que vous voyez à gauche sur l'image, ça ce sont des manifestations de l'activité humaine, et vous voyez qu'on aperçoit au loin des promeneurs. À propos d'activités humaines, certaines provoquent ou facilitent l'érosion. Il peut s'agir de pratiques agricoles qui impliquent forcément un aménagement important du terrain. Ici, c'est la technique de labour qui est illustrée et qui consiste à travailler le sol en traçant des sillons. Ça permet de le décompacter et de l'aérer, mais en même temps, ça modifie sa structure et ça le rend plus sensible à l'assèchement par le vent. Toujours dans les activités humaines, l'exploitation des ressources naturelles est un facteur d'érosion. Alors là, l'effet est direct puisqu'on prélève de la roche dans une carrière, probablement pour en faire des matériaux de construction. La modification du paysage là est quand même très importante. Ici, c'est plus difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est un glissement de terrain, ça, il n'y a aucun doute, mais est-il dû aux activités humaines? On voit quand même une route avec un talus aménagé, peut-être un chemin forestier qui part à gauche. Est-ce que ça pourrait pas être le résultat d'une infiltration d'eau qui aurait formé une cavité souterraine? Difficile à dire. On remarque aussi que la pente est importante, ce qui a pu faciliter le glissement par simple gravité. Ok, donc ce phénomène d'érosion, on a vu qu'il affectait absolument tous les reliefs, toutes les roches à la surface de la Terre. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder deux petites vidéos très courtes qui montrent l'impact de ce phénomène sur les paysages, mais aussi sur les activités humaines. Il faut comprendre que ça marche dans les deux sens. Les humains peuvent provoquer de l'érosion, mais l'érosion naturelle peut aussi affecter les humains. Deux exemples ici, sur la façade atlantique, le premier en Seine-Maritime, le second, plus au sud, dans le département de la Gironde. Je vous laisse regarder ça, et on se retrouve juste après pour la suite, et notamment la réalisation de la consigne 2.